Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Psyturie, la chaîne qui parle mouvements sociaux, idées politiques et justice éco-sociale. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la suite du livre Les classes sociales en Europe, tableau des nouvelles inégalités sur le vieux continent, écrit par les sociologues Cédric Hugré, Étienne Pénissa et Alexis Spire. Je vous recommande évidemment de regarder la première partie de la vidéo si vous voulez mieux connaître les caractéristiques de la classe dominante, moyenne et ouvrière en Europe, même si, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout de même apprécier cette vidéo et regarder la première partie plus tard, c'est pas forcément nécessaire de les regarder dans l'ordre. Bref, sans plus attendre, nous allons nous pencher sur les interactions entre les classes sociales et les nations européennes avant de nous poser la question suivante: est-ce que les classes sociales dont nous avons parlé se mobilisent à l'échelle européenne ? Alors même si les différences entre les classes sociales restent importantes et se sont même accentuées avec le processus de construction européenne, appartenir à la classe ouvrière, moyenne ou dominante selon qu'on habite en France, en Roumanie ou en Suède, c'est pas exactement la même chose. Par exemple, en Roumanie et en Bulgarie, la classe ouvrière est composée en grande partie d'agriculteurs et de travailleurs agricoles, alors qu'au Royaume-Uni et en Suède, elle est plutôt constituée de travailleurs non qualifiés. Par conséquent, les politiques libérales qui se déploient en Europe ont des conséquences très diverses selon les pays et les groupes sociaux. Selon les auteurs, l'absence d'une politique sociale uniformisée en Europe et le refus de réglementer les délocalisations d'entreprises influencent fortement le système d'inégalité. Les relations entre les classes sont en constante reconfiguration du fait des échanges et des rapports de force économiques et culturels qui se créent entre Européens dans le monde du travail et dans les autres sphères sociales. Au cours des 30 dernières années, les équilibres économiques et sociaux ont été peu à peu modifiés avec l'élargissement de l'Union européenne. Initialement, le clivage structurel se situe entre les nations du Nord, qui ont initié le projet européen dans les années 50, et les nations du Sud comme la Grèce, le Portugal ou l'Espagne, qui ont été intégrées dans les années 80. Mais avec l'élargissement de l'Union vers l'Est dans les années 2000, c'est la classe ouvrière des pays d'Europe centrale et de l'Est, caractérisée par une plus grande pauvreté financière et des conditions de travail plus difficiles, qui est devenue le socle de l'espace social européen. Cette situation de marginalité économique est d'ailleurs accentuée en raison de la place qu'occupe l'économie informelle dans ces pays. Et à noter qu'il existe des variations importantes de développement économique entre la Pologne et la Hongrie d'une part, et la Bulgarie ou la Roumanie d'autre part. Pour ce qui est des travailleurs des pays d'Europe du Sud, même s'ils se situent à un niveau socio-économique bien plus élevé que celui de leurs pairs d'Europe centrale et orientale, ils ont subi de plein fouet les politiques d'austérité imposées par Bruxelles suite à la crise de 2008. Enfin, la classe ouvrière des pays du Nord et de l'Ouest, bien qu'elle profite de niveaux de salaire et de vie plus élevés que celles du Sud et de l'Est, ont été frappées par le chômage, la précarité accrue de l'emploi et la détérioration de leurs conditions de travail. A l'inverse, les transformations économiques qui ont résulté de l'unification des marchés européens ont principalement bénéficié aux classes dominantes européennes, qui sont moins concernées par le chômage et jouissent de meilleures conditions de travail, ont des logements plutôt confortables et ont des pratiques culturelles variées. Mais là encore, il y a d'importantes variations entre les classes dominantes d'Europe de l'Ouest et du Nord, qui sont les plus puissantes d'Europe, et les classes dominantes du Sud et de l'Est, qui dominent plutôt au niveau régional. Un autre exemple encore plus surprenant, c'est que les classes dominantes de l'Est et du Sud ont des revenus en dessous de ceux des classes moyennes de l'Ouest et du Nord. Cet ensemble de clivages se mesure en termes de revenus, mais aussi selon la source de revenus, l'âge, le niveau d'éducation, la mobilité étudiante, les loisirs et le rapport au travail. Tout cela contribue à placer la classe dominante des pays d'Europe centrale et orientale dans une position de subordination vis-à-vis de celle du Nord et de l'Ouest, que ce soit d'un point de vue économique, politique et culturel. Ce qu'il faut retenir, c'est que les relations de pouvoir ne sont pas strictement confinées à l'intérieur des frontières nationales. Les relations entre les groupes sociaux et à l'intérieur des groupes sociaux sont constamment redéfinies à l'échelle européenne en raison de la division internationale du travail, des directives européennes
et des mutations du capitalisme. L'européanisation du commerce et des institutions politiques et académiques profite à la classe dominante qui peut ainsi accumuler des ressources culturelles, académiques, linguistiques et financières en s'internationalisant et donc éteindre son pouvoir. En revanche, la construction européenne telle qu'elle fonctionne depuis plusieurs décennies est beaucoup moins à l'avantage de la classe ouvrière. Les habitants des pays les plus touchés par les restructurations sont contraints de quitter leur pays pour trouver du travail, tandis que d'autres sont menacés par la délocalisation de leurs entreprises. Sans surprise, les effets des réformes néolibérales sont très différentes selon qu'on les considère du haut ou du bas de la hiérarchie sociale. Mais est-ce que les classes sociales que nous avons décrites se mobilisent à l'échelle européenne ? Eh bien, c'est à cette question que tentent de répondre les auteurs dans leur dernier chapitre. S'il existe une classe bourgeoise transnationale qui se mobilise pour la défense de ses intérêts, c'est beaucoup moins le cas pour les classes ouvrières et moyennes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mobilisations de classe qui s'expriment autour de l'Union européenne. Bien au contraire, l'Europe est devenue un enjeu clé à chaque élection, y compris pour les classes ouvrières. C'est juste que les personnes qui se mobilisent autour des enjeux européens n'ont pas vraiment l'impression de faire partie de la même classe sociale, et qu'ils ont du coup de la difficulté à s'imaginer à collaborer avec des groupes sociaux qui partagent objectivement leurs préoccupations, mais qui ne parlent pas la même langue et qui ne vivent pas dans le même pays. En gros, les conflits sociaux ont tendance à rester enfermés dans les frontières nationales. Les membres de la classe ouvrière européenne n'ont peut-être pas toujours une idée claire des décisions qui sont prises dans l'Union européenne, mais ils sont très conscients des risques qu'elles font peser sur leurs conditions de travail. Le rejet politique et symbolique des classes moyennes et populaires vis-à-vis des projets élaborés à Bruxelles se manifeste d'abord lors des élections du Parlement européen, dans lequel le taux d'abstention est assez important. A l'inverse, les consultations électorales sur la structure de l'Union européenne, comme le référendum de 2005 en France ou celui de 2016 sur le Brexit, suscitent des niveaux de participation beaucoup plus élevés et qui relèvent l'importance des divisions de classe. À chacune de ces consultations, la résistance des classes moyennes et populaires ne visait pas à rejeter tous les projets européens, mais bien les politiques néolibérales qui ont été menées et l'affaiblissement des systèmes nationaux de protection sociale qui ont été très abîmés par les injonctions de l'Union européenne à réduire les dépenses publiques sans être remplacés ou comblés par d'autres formes de protection sociale. Pour la classe ouvrière du Nord et de l'Ouest, l'Union européenne représente ainsi une menace qu'elle rejette par son vote. Tandis que pour la classe ouvrière du Sud et de l'Est, l'Union européenne représente plutôt des promesses de nouveaux droits sociaux non tenus ou remis en question. Mais malgré ces oppositions, aucun mouvement social transnational durable n'a vraiment abouti. Mis à part le succès de la campagne contre la directive Bolkestein en 2004, les syndicats, les associations et les partis politiques de gauche ont concentré la plupart de leurs efforts dans leurs arènes nationales respectives. Et les quelques questions qui auraient pu donner lieu à des campagnes à l'échelle européenne n'ont jamais réussi à mobiliser les masses. A l'inverse, les fédérations de patrons et les lobbies ont été très efficaces pour défendre les intérêts des classes dominantes à l'échelle transnationale. L'absence d'un mouvement social plus ou moins unifié au niveau européen trouve aussi d'autres explications. Premièrement, les campagnes transnationales sont coûteuses en temps, en argent et en énergie, sans garantie de victoire. Deuxièmement, les principales institutions de l'Union européenne sont coupées des citoyens européens, que ce soit d'un point de vue politique ou géographique, et laissent largement aux gouvernements nationaux le soin d'appliquer leur politique, un peu comme une multinationale dont les politiques seraient appliquées par ses filiales. Par conséquent, les citoyens et les militants vont avoir tendance à plutôt interpeller les représentants qu'ils ont élus au niveau national, plutôt que les dirigeants européens qu'ils ne connaissent pas. Troisièmement, la dispersion des sites de production, le déclin des grands centres industriels, l'augmentation du travail en freelance et le développement de petites structures rendent plus difficile la prise de conscience par les travailleurs qu'ils partagent un sort commun. Autrement dit, les membres de la classe ouvrière européenne n'entretiennent tout simplement pas des rapports aussi denses que ne le font les membres de la classe dominante entre eux. Enfin, la barrière de la langue reste un obstacle de taille pour former un espace collectif de réflexion, de discussion
et de mobilisation, car on parle quand même de 27 nationalités avec au moins 24 langues différentes. Et tout ça, ça a évidemment des conséquences politiques. Pour les auteurs, deux conditions sont nécessaires afin qu'émerge un mouvement social européen qui ne soit pas sous la houlette de l'extrême droite. Premièrement, des structures syndicales transnationales, et deuxièmement, des liens de socialisation durables entre les travailleurs des différents pays. Alors ce n'est clairement pas une tâche facile, mais pour les auteurs, ça devrait être une des priorités des organisations syndicales, des ONG et des partis de gauche en Europe, afin de développer un rapport de force favorable pour les classes ouvrières et les classes moyennes contre la domination du capital. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et appris des choses. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner ou à partager la vidéo. C'est super important pour la motivation. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles lectures afin de penser et de repenser le monde.